Épisode 170 des Techno, ça va être simple pour moi, c'est avec Sébastien. Et pourquoi? Est-ce plus simple? Les habitués auront compris qu'il s'agit de Sébastien, de ce côté-ci, et puis de Sébastien, de ce côté-là. Celui qui n'a pas de cheveux, celui qui a des cheveux, voilà. Encore pour un petit moment. On a de l'espoir que ça pousse encore. Non, c'est peine perdue. C'est foutu. Il fut un temps où j'avais encore plus de cheveux que l'autre Sébastien, mais c'était il y a longtemps. Lui-même était hippie. Oui, j'avais les cheveux longs jusque-là. C'est vrai, début de 2-3 cm en dessous du dos. Ah ouais, super. T'avais des chemises à carreaux et des bics 4 couleurs dans ta poche. Non, j'avais un perfecto en cuir, et une barbe gigantesque et les cheveux, les yeux complètement rouges explosés. Un jour, il faudra nous montrer une photo. C'est pas possible, elle ne sort pas sur internet celle-là. C'est dommage. Moi, ce que je voudrais voir, c'est une photo de Sébastien, l'autre, mais avec des cheveux. Ça, je peux te retrouver. Ça doit être particulier, ça, en plus. Mais on l'avait vu une fois avec des cheveux. T'avais apporté une moumoute, me semble-t-il, pour un épisode, je sais plus lequel. Oui, tout à fait, oui. J'ai toujours ma perruque blonde, s'il faut, mais... Voilà, c'est ça. Enfin, voilà. C'est le 170e épisode des Techno que vous écoutez. Ça veut dire qu'on s'approche tout doucement de la fin de la saison. Le dernier épisode de la saison, mois de juin, fin juin, ce sera 175, donc faites le calcul. Dans 5 semaines, c'est l'été, les vacances, youplaboum. Le courrier des auditeurs, il n'y a pas de courrier des auditeurs. Si, il y en a. La Poste est en grève. La Poste n'est pas encore en grève, non, mais normalement, on a répondu à tout, me semble-t-il. Sébastien, ça concernait le casque que tu avais testé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Il y a eu plein de petits commentaires des uns et des autres. Chaque fois, on revient sur le même problème, c'est le prix. Le prix, une fois ou deux, mais la plupart des commentaires que je trouvais assez intéressants, et c'est vrai qu'on l'avait pas mentionné dans la vidéo, c'est des gens qui posaient des questions sur quel est le retour qu'ils peuvent espérer s'ils ont un problème d'audition. Oui, c'est vrai. Et là, la réponse de Nura est en demi-teinte. Ils disent on peut rien vous garantir, mais ça devrait améliorer ce que vous réussissez à entendre. Mais c'est non garanti, c'est pas fait pour ça à la base. Non, c'est ça. Ça dépend aussi, j'imagine, du type de problème d'audition que l'on a. Donc, je vous renvoie au hors-série de ce lundi sur le Nuraphone. Vous comprendrez mieux de quoi il s'agit, évidemment. Essentiellement, les commentaires, c'était sur le prix, sur la fonctionnalité, le fait qu'il n'y avait pas de fonctionnalité anti-bruit, qu'on a l'habitude de dire. Enfin, anti-bruit, c'est pas le bon terme, paraît-il. C'est annulation de bruit. Annulation de bruit, c'est vrai aussi. On est on est toujours sur un casque d'écoute qui se veut être de haute fidélité. Et dès le moment où on supprime du bruit, on supprime aussi certaines fréquences de la musique que l'on écoute par voie de conséquence. Et donc, on n'est plus vraiment sur de la très haute fidélité. Il faut être clair aussi. Donc, bon, voilà, ça s'adresse à un public particulier, ce type de casque. Oui, mais honnêtement, je suis curieux de savoir, pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ont des problèmes d'audition et qui nous écoutent, évidemment, qui nous lisent. Sur les lèvres. Sur les lèvres, et qui effectivement ont un résultat meilleur avec ce type de casque. Je pense que ça doit être... si effectivement tu peux récupérer l'audition pour une bonne musique grâce à ce type de casque, ça fait un peu... tu dois voir comme la lumière au bout du couloir, tu vois, alléluia, et tu lances la samba. À l'occasion, on fera un hors-série sur les casques de très haute fidélité. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, on le fera pas. C'est pas plus compliqué que ça. D'autant plus qu'on s'est bien pourri les oreilles quand même avec des vieux MP3 tout moisis depuis quelques années maintenant, et qu'il y a plus grand monde qui sait reconnaître un violon d'un piano. Faut être clair aussi, une flûte traversière d'un basson. Donc voilà. On peut entamer, si vous le voulez bien, notre ABCD. Un basson, c'est un truc portugais. Un basson. C'est un basson. Un basson, non? Les bassons portugais. Non, c'est un tréquinage, c'est un aquarium. Ouais, c'est ça. Un basson rouge. Un basson rouge. Ils sont bêtes. On peut entamer notre abécédaire. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça va être la pluie, l'orage, je ne sais pas, l'humidité. A comme Apple, si vous le voulez bien. Sébastien. Ça va être facile. Sébastien, sans les cheveux, Apple va nous rembourser 60 € pour tout changement de batterie en 2017. Il me semble que c'est une annonce qu'on avait déjà faite, ça, non? Ou il y a un update sur l'annonce?
Alors, il y a un update sur l'annonce, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que donc la fin d'année dernière, avec le scandale qu'il y avait eu sur les téléphones qui avaient tendance à ralentir à cause des batteries qui devenaient un peu usées, Apple avait proposé une offre spéciale qui court encore d'ailleurs jusqu'à la fin de cette année pour changer sa batterie pour 29 € au lieu du tarif qui était de l'ordre de 100 € si mes souvenirs sont bons. C'est un peu moins. Dans les 70, voilà. Comme ça. Donc ça coûtait beaucoup moins cher, mais c'est uniquement depuis le 1er janvier 2018. Et il se trouve que certains clients ont râlé parce que eux, ils avaient déjà changé leur batterie hors garantie avant le 31 décembre 2017, et donc avant que toute cette affaire sorte et que Apple lance cette opération. Et donc là, maintenant, ils ont fait un nouveau programme pour ces clients-là en particulier, où ils vont leur rembourser 60 € en monnaie sonnante et trébuchante. Donc ce ne sera pas un avoir ou un crédit d'achat chez Apple, mais ce sera vraiment 60 € qui seront virés sur le compte en banque ou sur la carte de crédit qui est utilisée pour changer la batterie. Et en plus, il n'y a pas besoin d'aller les chercher, puisqu'ils vont regarder dans leur fichier client très gentiment, et ils vont vous envoyer un mail directement si vous êtes concerné. Donc ça a commencé hier, je crois, à envoyer les mails, et c'est jusqu'à fin juillet qui vont envoyer ces campagnes-là. Et donc, bien sûr, ça ne s'applique que aux réparations qui ont été faites chez Apple et chez les réparateurs agréés. Donc, si vous avez changé votre batterie vous-même, c'est pas de bol. Ou si vous êtes passé par d'obscurs réparateurs sous marque, tant pis, vous serez pas couvert. Mais et ça s'applique aussi au téléphone, donc iPhone 6 et au-delà. D'accord, ok. Bon, c'est une bonne nouvelle. On a vraiment l'impression qu'Apple, ils ont plus envie de se laisser ennuyer par les batteries. Hein. C'est là, on va plus se laisser marcher sur les pieds. On a plus envie d'avoir ce type de problème. Donc, on met vraiment toutes les garanties de notre côté parce que sinon, voilà. Petite parenthèse, parce que je l'ai pas dit au début de cet épisode. Oui, nous sommes belges. C'est pour ça qu'on a dit d'entrée de jeu que c'était le 170e épisode. Voilà, c'est pour ça. Mais ne nous excusons pas. Ah non, mais je m'excuse pas, mais c'est juste pour qu'on comprenne bien qu'on n'est pas suisse. Moi, je suis français, monsieur, et je dis 170 quand même, rien à foutre. Ah donc voilà, on a un français dans l'équipe. Merde. Mais converti. C'est ce côté-ci, il n'est pas content. Ça. Attends, on a déjà un luxembourgeois, on a un français. Ah oui. Et on n'a pas de femme. On a un Thaïlandais. C'est pas ça, une minorité. Seb, tiens, puisque tu prends la parole, celui avec les cheveux, on reparle de véhicules autonomes chez Apple, paraît-il, mais pas pour tous les clients, apparemment. Non, c'est juste un premier test pour les employés. Donc, voilà, si vous voulez essayer une voiture qui est équipée d'un logiciel Apple pour faire voiture autonome, ce sera uniquement en tant qu'employé Apple. Donc, je pense qu'on n'en a pas beaucoup qui nous écoutent. Sinon, salut les gars, c'est possible, mais il doit y en avoir peut-être un ou deux, trois. Et donc effectivement, ce sera uniquement pour ces employés, ce sera en Volkswagen, donc des transporteurs. Alors on pensait à plusieurs marques par le passé parce qu'ils ont essayé de travailler avec BM, avec Mercedes. Mais ils ont été assez durs, ils ont essayé de négocier que c'était d'avoir la mainmise trop forte sur les logiciels. Ils ont essayé avec Nissan et McLaren aussi, ils ont essayé de les racheter. Enfin, tout ça a périclité parce qu'Apple était beaucoup trop dur. Et ils ont profité d'une petite faiblesse parce que Volkswagen a eu 2-3 problèmes l'année passée. Tu vois le truc diesel, pollution. Ouais. Et donc Apple dit tiens, eux ils ont des problèmes, on va en profiter, on va signer un petit deal, et donc ils ont signé avec Volkswagen. Voilà, donc après on ne sait pas encore si ça annonce du coup une relance du projet de voiture autonome par Apple, parce que pour le moment le tout est abandonné et on parle juste du logiciel Apple éventuellement dans des bagnoles, mais voilà, le truc n'est en tout cas pas à 100% enterré, ils ont toujours une petite volonté là-dessus. Sébastien, l'autre. Non, moi, effectivement, je confirme que c'est mieux que Volkswagen confie ses logiciels à une autre boîte, parce que visiblement, avec les leurs, ils ont des soucis. Et pour la petite histoire, j'ai une Audi A3 qui a 8 ans, qui n'a jamais eu aucun souci. J'ai fait la mise à jour du logiciel il y a 5000 km.
elle est tombée en rade direct. Oui, mais ça, c'est quand le hardware ne suit plus. Mais c'est vrai, voilà, mais c'est ça. C'est ce que m'a expliqué le dépanneur qui est venu me dépanner. Il m'a dit, en fait, il change complètement les réglages moteurs et les pièces sont pas conçues pour. Voilà. Et donc, il y a des pannes d'injecteurs, il y a des pannes de pompe à gaz d'échappement, il y a tout qui foire. Et ce sont les mêmes qui interdisent les gens de tuner leur voiture. Oui, bien sûr, évidemment. Et qui après viennent vous dire qu'en plus, ne vous inquiétez pas, cette mise à jour ne change absolument rien. Non, c'est pour ça que la moitié de tes clients reviennent avec leur voiture en panne. Mais sinon, ça change rien. Là, il y a encore des choses qui doivent évoluer dans le monde de l'automobile. On le sent bien. C'est nouveau, quelque part. Moi, je me rappelle transparence de l'histoire d'un véhicule Mercedes électrique. Et ils avaient oublié de changer le software du système de navigation qui renseignait encore toutes les stations à essence dans sa cartographie. Et donc, la voiture, quand elle est arrivée en bout de course, elle dit, c'est super, elle va vous indiquer très vite la pompe la plus proche. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'essence, on a besoin d'électricité. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent encore, des oublis. On va dire ça comme ça. On peut passer à la lettre B, si vous le voulez bien. B comme Boring, la société d'Elon Musk, celle qui creuse des tunnels, hein. Je dis pas de bêtises, Sébastien. C'est ça, on va pas parler de choses ennuyeuses, même si c'est un petit peu le jeu de mots, oui. Puisque boring en anglais, ça veut dire ennuyeux, mais ça veut dire aussi creuser. Oui. Et donc, c'est la société qui creuse, The Boring Company, troisième grosse société, parce qu'il en a plein de petites, mais en plus de Tesla et de SpaceX, donc il a créé cette société il y a 1 an ou 2, je crois, pour, en l'occurrence, creuser des tunnels. Alors, jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup d'infos sur ce projet, sur cette entreprise-là. Et là, il a fait une petite opération de com, alors dans une obscure communauté locale près de Los Angeles, mais pour le coup ça a été rediffusé sur YouTube, et donc bien sûr le lien vers la vidéo sera dans le post, et il nous a donné beaucoup plus d'infos. Alors il y avait quelques petits trucs marrants, mais ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu la stratégie et pourquoi il faisait ça. Donc il a notamment expliqué un petit peu le problème, puisque bon, lui il habite à Los Angeles, mais Los Angeles c'est un petit peu le ring bruxellois, on a toujours l'impression que c'est le pire du monde, mais allez faire un petit tour sur la route à Los Angeles, vous allez voir un petit peu comme il dit, c'est le 7e niveau de l'enfer. Quoi. Le ring bruxellois, c'est le périphérique en France, c'est, je sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays, mais bon, comme ça tout le monde comprend. Le périphérique parisien, hein, oui. pour nos amis parisiens. Ouais. Et ben voilà, Los Angeles, c'est pire que tout ça. D'accord. Et pourtant, ils ont des autoroutes à 7 voies, avec des règles, enfin voilà. C'est pas du tout la même chose, mais c'est pire. Et donc, par rapport à ça, il y a un petit peu deux stratégies qui se dessinent chez les entreprises technologiques. Il y a d'un côté la vision du Uber qui propose ses drones ou taxis volants, comme ils appellent ça de temps en temps, c'est-à-dire des quadricoptères ou des tricoptères avec transport de personnes. Et pour Elon Musk, il suppose que c'est pas la bonne solution, parce qu'en fait, dès qu'on va multiplier ce genre de choses et qu'il y en aura inévitablement qui n'auront pas fait leur entretien correctement ou quoi qu'est-ce, il va nous en tomber sur le coin de la figure. Et en plus de ça, ça va faire un bruit du tonnerre, parce que pour arriver à se déplacer verticalement dans les airs, il faut déplacer beaucoup de vent, et tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Donc sa stratégie à lui avec The Boring Company, c'est de descendre sous terre. Et en l'occurrence sur plusieurs niveaux, sur plein de voies. Donc lui, sa vision, c'est pas du tout un nouveau métro, c'est vraiment c'est un gruyère, c'est un réseau sur plusieurs étages de tunnels. Donc évidemment, pour en arriver là, il faut creuser beaucoup de tunnels et en permanence. Et là, il s'est heurté à une difficulté, c'est que finalement, les tunneliers, c'est une très vieille technologie qui progresse très peu. Aux États-Unis, il y a quasiment pas de recherche et développement dans le domaine. Et donc, il s'est dit, tiens, nous, on va y faire quelque chose. On va aller chercher des gens qui bossaient chez SpaceX, donc qui font des fusées, tout ça, les trucs super compliqués, et on va les appliquer sur la problématique des tunneliers. On va faire des tunneliers beaucoup plus rapides. Alors, pour info, un tunnelier, aujourd'hui, ça avance à 1/1000 de la vitesse d'un humain. C'est-à-dire, ça fait 5 mètres par heure. Ah, mais il faut bien. Voilà, ça dépend dans quoi ça creuse aussi, hein, ceci dit. Ah ouais, c'est ça. Non, mais là, 5 mètres par heure, c'est quand même très lent. Ouais. Et leur objectif, c'est d'aller au moins à 50 mètres par heure, voire s'ils y arrivent à 500 mètres par heure. Mais on est encore loin, de toute façon, de la vitesse même d'un humain qui marche. Et pour ça, ils ont mis en place tout un tas de petites innovations sympas, comme par exemple le fait que la machine, elle est capable de poser les structures du tunnel automatiquement en même temps qu'elle creuse. Évidemment, ils ont augmenté la puissance du truc. Ouais.
Et voilà. Je pense que ça avait déjà été développé pour le tunnel sous la Manche. Les tunneliers qui servaient dans le tunnel, sur le chantier du tunnel sous la Manche, posaient automatiquement les demi-arcs de cercle, ces voûtes, au fur et à mesure qu'elle arrivait, et les poussaient au fur et à mesure, me semble-t-il. Alors, en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la machine creuse, puis s'arrête, et pose les segments. C'est ça. Elle creuse encore un peu, elle pose le segment. Là, ici, ce qu'ils arrivent à faire, c'est à les poser en même temps qu'ils creusent. D'accord. Donc, ils évitent tous les temps d'arrêt et tout l'overhead qu'il peut y avoir autour de ça. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent le truc. Après, il y a tout un tas d'autres problèmes auxquels on passe pas forcément, comme le fait d'arriver à évacuer la terre aussi vite qu'on creuse. C'est bien beau de creuser vite, mais il faut évacuer la terre aussi. Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre des petites papates sur le côté qui poussent vers l'arrière comme ça, tu vois. C'est ça. Mais en gros, c'est ça. Mais sauf que le problème, c'est que le machin avec les petites papates, il faut qu'il bouffe. C'est-à-dire, en l'occurrence, si tu mets un train pour évacuer la terre, et ben normalement, c'est une Michelin diesel, donc il faut évacuer les gaz, c'est la misère. Et là, ils ont fait ça, évidemment, avec un train électrique, un gros train électrique. Et ils essayent d'aller beaucoup plus vite. Et puis, alors, au passage, ils arrivent à faire des briques. Alors ça m'a fait marrer parce que pendant 5 minutes, il s'est extasié sur les magnifiques briques qu'ils arrivent à fabriquer avec la terre qui sortent du tunnel. Ils injectent du ciment à haute pression là-dedans et ils te font des magnifiques parpaings. Et tu dis, oui, c'est des parpaings super solides, vous pouvez faire des maisons avec. Ok, d'accord. Oui, mais une fois de plus, on élude la question de la nature du sol. On a vu ça à Bruxelles ces 20 ou 30 dernières années avec la construction du métro et les différentes problématiques de la construction du métro. Il faut savoir que Bruxelles, en grande partie, est construite sur des marais. Et là, on était sur des systèmes où on congelait le sol pour arriver à le creuser finalement et à faire des couloirs dans lesquels on coulait du ciment. Et il y a eu aussi des méthodes un petit peu comme celle du tunnelier dont tu parlais, où ils poussent des segments dans le sol et puis ils creusent autour, enfin à l'intérieur plutôt. Enfin, voilà, c'est passionnant si vous vous intéressez à ce genre de technologie. C'est salissant, mais c'est passionnant. Je ne sais pas si ça passionne Sébastien, celui qui a les cheveux par contre. Oui, non, je trouve ça assez sympa. Écoutez, t'as vu, je suis tout calme du coup. Ouais, c'est ça. mais j'ai peut-être une solution pour qu'il passe de 5 à 10 mètres par heure. Ils mettent 2 machines. Oui, mais enfin, 2 machines côte à côte, ça fera toujours que l'une en face de l'autre. C'est ce qu'on a fait le tunnel de la Manche. Ouais, mais ça, il faut bien calculer, parce que ça... Oui, c'est ça. Après, il faut que ça tombe juste. Oui, parce que là, tu te fais vraiment passer pour un neuneu si tu te loupes, quoi. Ouais, mais ici, ils doivent faire des sorties à leur truc, donc ils ont qu'à faire, tu vois, le premier fait les 100 premiers mètres, le deuxième les 100 suivants, etc. Alors, j'inviterais Elon Musk à aller regarder un autre film, qui est Le Cerveau, si je ne dis pas de bêtises, où il y a une évasion Enfin voilà, c'est pour les anciens, ils se souviennent sûrement de ce film où le début est assez épique et fait penser un petit peu à ce problème de tunnels qui se rejoignent, si je puis dire. Sébastien, celui qui n'a pas de cheveux, c'est moi qui en ai un sur la langue du coup. Tu voulais conclure. Oui, non, et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que la façon dont ils voient les choses, c'est pas juste un réseau à la métro, c'est que les stations, ce serait quasiment la taille d'une place de parking, avec un ascenseur qui fait descendre une navette. Ouais. Et donc, le but, c'est d'avoir un réseau hyper dense qui permette de faire tourner des voitures, enfin des espèces de navettes spéciales. J'ai vu aussi sur plusieurs étages, etc. Tu me le confirmes, il me semble avoir vu aussi qu'en lieu et place des navettes, on pouvait aussi avoir des navettes plateaux, entre guillemets, sur lesquelles on pouvait mettre sa Tesla et descendre dans le tunnel avec sa Tesla sur un plateau, en fait. Là, on est en plein délire, quoi. Non, disons que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que de toute façon, on ne pourra pas évidemment rouler en voiture directement dans ces tunnels. Ce sera de toute façon sur des espèces de plateformes dédiées avec des rails, etc. Mais par contre, oui, rien n'empêchera soit de mettre un véhicule dédié par-dessus, une espèce de bus, soit de mettre une voiture sur un plateau qui lui-même roulera dans le tunnel. Donc, en termes de plateforme, ça ne change rien. Ok, donc une affaire... Oui, Sébastien. Et j'ai une question con. Plutôt que de faire des tunnels, parce que si on prend nous l'Europe où on a des rails partout, pourquoi on ne met pas juste des petits engins qui permettent de foutre nos bagnoles sur le rail ? Oui, c'est vrai. Tu vois, on pourrait être dans le centre de Bruxelles en densité. Parlez pas tous en même temps. Le problème, c'est la densité du réseau. Là, il veut vraiment un truc où partout dans la ville, tu auras des petites stations qui te permettront de descendre dessus. Tu n'auras pas besoin d'aller dans les 3 gares de la ville, grand max. Mais tu pourras aller n'importe où dans la ville. C'est vraiment un système intra-urbain par opposition à son Hyperloop qui, lui, est fait interurbain, quoi. Oui, et là où il voudrait relier, je pense, de nouveau Los Angeles à San Francisco en quelques minutes, voilà, ça c'est l'Hyperloop, donc c'est un autre système, c'est des tunnels c'est pas des tunnels, c'est des tubes sous vide en surface.
avec un système de pod bien dédié, etc. Donc après, évidemment, il faudra interconnecter les deux systèmes, mais dans sa vision, c'est ça, c'est entre Los Angeles et San Francisco, c'est de l'Hyperloop. À l'intérieur de Los Angeles, à la rigueur, entre l'aéroport, entre LAX et le centre-ville, ça se fera avec son truc de Boring Company, quoi. Et donc on se contrefout complètement de la météo, du coup, parce que de toute façon on voit plus la lumière du soleil, c'est terminé, on est enterré comme des taupes, ça va être super. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les inquiétudes qui sont soulevées, il y a le fait que la région de Los Angeles, accessoirement, c'est une zone sismique. Oui, aussi. Et chose à laquelle il répond qu'en fait, le plus sûr quand il y a un tremblement de terre, c'est sous terre, parce qu'en l'occurrence, tu le sens pas du tout. C'est en surface qu'il y a des problèmes, et c'est les routes qui sont déviées. Mais en souterrain, tu ne sens absolument rien, donc il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Il a quand même déjà raconté des couillonnades aussi, hein, Elon, il faut le reconnaître. Donc il faut voir la part de réel, d'accomplissable dans ce qu'il raconte, quoi. Et de toute façon, c'est un projet de longue haleine. Là, pour l'instant, ils ont juste dit qu'ils avaient creusé deux tunnels de quelques kilomètres, des tunnels de test, pour vérifier un petit peu leurs hypothèses et surtout tester l'expérience utilisateur. C'est leur plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils savent pas ce que les gens attendent. Donc, ils testent la techno et puis ils vont voir. Mais de toute façon, ça va prendre au moins 5 à 10 ans avant d'avoir les premiers tunnels commerciaux. Ça, c'est pas pour tout de suite. Il essaye de réinventer la voiture, il essaye de réinventer la conquête spatiale. Du coup, il essaye aussi de réinventer le métro. Mais jusqu'où s'arrêtera-t-il ? Après le ticket de métro, je sais pas. Bon, comme on a dit, affaire à suivre une fois de plus. On passe à la lettre D comme drone, avec différentes législations qui encadrent de plus en plus le fonctionnement du drone, on a l'impression, Sébastien. Oui, alors moi c'est une news beaucoup plus courte, hein, tu vois, mais c'est sur une législation américaine. Donc, alors, on n'est pas sur de l'Europe pour le moment, bien que ça pourrait arriver, vu que pour le moment en Europe on a tendance à légiférer quelques trucs. Voilà, sans commentaire. Et donc ici effectivement, c'est la FAA qui a déjà imposé à tous les drones d'avoir un numéro aux États-Unis. Et apparemment, il y a un projet en cours, qui n'est pas encore déposé, mais Bloomberg a eu une preview du truc, qui serait d'imposer que ce numéro soit visible. Donc en fait, on serait à l'apparition de plaques minéralogiques pour les drones. Donc ça commence à devenir assez sympa. Ça, c'était le premier truc. Alors c'est uniquement pour les drones de 0,5 à 55 livres. Donc je vous laisse calculer. C'est des petites plaques, hein. C'est des petites plaques, hein, tu vois. Et en plus, vois ça du sol. Hein. J'imagine le mec au sol avec sa paire de jumelles. FA 480. Oh, je sais pas lire. C'est que on pourrait comprendre qu'un drone ait une identité numérique sur les signaux qu'il transmet, etc. On puisse. Ça c'est déjà le cas. Non, pas sur les signaux numériques, mais il y en a une physiquement sur la bestiole. Oui, physiquement, mais numériquement, ce soit qu'on puisse dire scanner l'espace et dire tiens, ici il y a un drone avec tel numéro, il appartient à monsieur machin. Et là un autre drone avec tel autre numéro qui appartient à telle compagnie machin, etc. Oui, comme un transpondeur, quoi. Oui, c'est ça, comme un transpondeur. Ça, ce serait peut-être pas mal justement pour pouvoir appliquer les législations qui sont en train de voter. Parce qu'à un moment donné, ils ont voté une autre loi qui de toute façon là pose pas de problème à l'appliquer, c'est qu'ils ont autorisé tout ce qui est autorité, donc police, compagnie, autorité. Ceux qui ont des flingues, de juste chercher et balancer, tirer sur le drone. Donc là, toi un drone, hop là, tu peux, fais-toi plaisir. Cool. Désolé pour votre pizza. Oui, bon, ceci étant dit, tu disais il y a de plus en plus de législation. Il y en a déjà à l'heure actuelle pour les drones. Ouais. On avait déjà évacué cette idée-là avec Sébastien et avec Xavier également, qui est possesseur de drones. Il y a des règles à respecter. Elles ne le sont pas toujours, mais elles le sont souvent. Je pense que il y a des gens sérieux. Ouais. Mais il y a quand même encore d'autres règles qui risquent d'arriver. C'est que en plus de ici cette petite plaque qui serait super drôle quand même, hein, oui. C'est comme chez nous d'ailleurs, on a foutu des plaques sur les bagnoles sans permis. Je trouve ça juste hallucinant. Parce que c'est presque plus grand que la voiture. Il faut faire attention à ne pas se blesser. Pas rien après. On a tendance à se blesser quand on ouvre le haillon arrière. C'est du délire, quoi. Mais là, il parle d'un registre au niveau mondial pour les drones, hein, parce qu'on a peur du
grands terroristes avec le drone, donc on va en profiter pour surveiller tous les drones. Donc, et là, ce serait les Nations Unies qui dit peut-être qu'on pourrait peut-être faire un projet sympathique pour identifier tous les drones. C'est déjà le cas pour les téléphones portables, hein. Si je dis pas de bêtises, ils sont tous identifiables individuellement. Donc pourquoi pas les drones? Ouais, je sais pas. Moi, je trouverais ça assez logique, la traçabilité du drone. Non? Ils ont pas envie, hein. Et c'est dingue. Non. Vive mon drone, vive ma liberté. Mon drone, ma liberté. Vous n'enlèverez pas ma liberté de voler. Bon, si vous voulez pas de mon idée, mais à mon avis, quelqu'un va le faire. Hein. Ah bah là, pour le moment, l'Europe, ouais. Non, c'est sûr. Je voyais que Sébastien lui dit non, surtout pas. Il faut pas. Non mais où est ma liberté d'espionner ma voisine? Pardon. Bon, allez, on passe à la suite. Évidemment, si vous avez d'autres idées du même genre, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. On les lira, évidemment, vos commentaires. On est à la lettre D, on passe à la lettre F. F comme Facebook, Sébastien. L'audition de Mark Zuckerberg, il était à Bruxelles il n'y a pas tellement longtemps, hein, avant-hier. Il était à Paris aussi après, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, Mark Zuckerberg était devant le Parlement européen. Quoi qu'on puisse... Qu'est-ce qu'on peut, quoi hein? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Qui sont de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, oui. 1h30 d'audition. 1h30 d'audition, donc beaucoup moins que devant le Sénat et le Congrès américain. On se souvient, c'était au mois d'avril, je crois, où il avait fait 2 auditions de 3 heures, de plus de 3 heures chacune. Ici, c'était 1h30 devant le Parlement européen, enfin devant une petite commission, un petit groupe de députés européens. Et donc ça s'est passé le 22 mai. Alors l'exercice était assez étrange parce qu'en fait, alors a priori c'est lui qui a demandé ce format-là. Mais le format au final, c'est que vous avez peut-être une quinzaine de députés qui étaient autour de la table, qui ont chacun posé leurs questions d'abord, et d'affilée, comme ça, ils ont posé toutes leurs questions, et puis une fois que toutes les questions avaient été posées, ou Marc il avait pris quelques notes, il a répondu à toutes les questions en bloc. D'accord. Alors, en fait, j'exagère un peu en disant qu'il a répondu à toutes les questions. On va dire qu'il n'a pas répondu à toutes les questions en bloc. C'est-à-dire qu'il a répondu aux questions qu'il arrangeait de manière assez vague, très haut niveau, en s'en justifiant, enfin à peine, quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, notamment sur les shadow profiles, etc. Pour le coup, les questions étaient beaucoup plus intelligentes que celles du Congrès américain, parce que on sentait qu'ils s'étaient vraiment préparés ici et qu'ils avaient posé des questions intelligentes. Alors certaines étaient clairement rhétoriques, pour ne pas dire carrément des gros coups de pub. Enfin, Guy Verhofstadt, il m'a un petit peu, c'est un politicien belge, il a un petit peu rué dans les brancards facilement. Je trouvais ça un petit peu une posture, quoi. Mais bon, les questions étaient. Il est adepte du genre, hein, aussi. Il aime bien. Voilà, c'est un petit peu dans la démonstration. Et voilà, c'est sa marque de fabrique, exactement. Voilà. Ouais. Mais bon, sinon les questions étaient plutôt intelligentes et on sentait qu'il y en a quelques-unes qui ont bien gêné Zuckerberg. Alors il y a eu notamment des questions autour de Cambridge Analytica, bien sûr. Est-ce qui s'est passé avec la fuite de données qu'il y a eu? Alors là aussi, c'était intéressant de remettre les choses dans leur contexte et de rappeler que Cambridge Analytica, c'était une société anglaise, donc européenne. Voilà. C'est bizarre, eux, on les voit pas passer devant les eurodéputés pour se justifier et expliquer pourquoi ils ont, de toute évidence, exploité les données des gens. Retenez ce mot nouveau, Brexit. C'est ça, tout à fait. Et au passage, tiens, en parlant de mots, de buzzwords, qu'est-ce qu'on en a entendu parler de ce foutu GDPR? Ah là là, chaque député nous l'a ressorti, nous a remis à la sauce. Nous, on a fait du GDPR. Est-ce que vous allez respecter le GDPR? Réponse de Zuc. Oui, on va le respecter. Nouvelle question. Mais est-ce que vous allez vraiment le respecter? Oui, c'est ça. Visiblement, ils étaient frustrés. Oui. Ils s'attendaient à ce qu'ils disent, oh mon Dieu, non, je vais pas pouvoir. En fait, si. Alors, ils s'étonnaient en même temps, ils se frustraient que visiblement Facebook ait déjà trouvé quelques petites failles dans le GDPR et permis de faire échapper des données au contexte du GDPR. Évidemment, s'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Et puis voilà. Donc il y avait quelques. Moi, dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé l'exercice assez hypocrite, dans le sens où si on avait eu le GDPR il y a 5 ans,
on n'en serait pas là, et il n'y aurait pas eu de Cambridge Analytica, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc ils arrivent un peu tard avec un règlement qui finalement, à mon avis, va pas servir à grand chose. Hein. Ça, c'est mon avis personnel, n'engage que moi. Mais voilà, et ils arrivent enfin, ils tombent sur Zuckerberg comme la misère sur le bas peuple en disant maintenant résolvez les problèmes que nous on n'a pas su résoudre depuis 5 ans, résolvez-les en 3 mois. Ouais. C'est un peu facile, quoi. Donc, visiblement, il y avait beaucoup de frustration. Mais bon. Oui, et puis pour le genre aussi, parce que du coup, on a vu des têtes connues, parce que quand c'est aux États-Unis, c'est des gens qu'on connaît pas, nous. On ne sait pas quel beurre ils sont ou quoi que ce soit. Ici, on les connaît un peu quand même. On connaît les étiquettes des uns et des autres. Alors, ils étaient tous très très fiers quand même de serrer la mémine à Mark Zuckerberg. Ils avaient tous des grands sourires. Et puis après, ils étaient tous très fiers en disant regardez, vous avez entendu ce que je lui ai dit. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu revanchard comme ça. Et alors, un autre truc qui m'a fait hurler de rire, c'est que bien sûr, ils ont tous, pour la plupart, dans leur grande majorité, ils ont dénoncé le fait qu'il n'y avait pas assez de contrôle, qu'il n'y avait pas assez de modération, qu'il y avait trop de fake news et donc il fallait faire quelque chose, etc. Sauf un qui a dit exactement l'inverse, Nigel Farage, le défenseur du Brexit, celui qui nous a amenés au Brexit, et qui lui se plaignait que ses pages Facebook, qui étaient pourtant parmi les plus consultées sur Facebook, donc en fait il était un client qui méritait toute la considération et le respect de Monsieur Zuckerberg, ces pages Facebook avaient été censurées par un pouvoir totalitaire, enfin bref, c'était comique, et sur les commentaires de la vidéo en live, c'était hallucinant, les gens lui tombaient dessus comme... C'était pas permis, donc voilà. La vidéo, en l'occurrence, tu nous as fourni un lien que l'on retrouve sur lestechno.be. En regard de cet épisode 170, il y a le lien vers l'intervention en intégralité. Vous pourrez vous faire votre propre idée de cette intervention de Zuckerberg devant le Parlement européen. C'était quand même un événement cette semaine. C'est pas tous les jours qu'un des pontes de l'informatique ou de l'internet débarque à Bruxelles pour s'expliquer. C'était déjà extrêmement rare quand Bill Gates daignait venir en Europe pour serrer les pognes de quelques intervenants technologiques. Alors vous pensez Zuckerberg en général ils préfèrent faire ça derrière des portes fermées avec leurs lobbyistes et tout ça, ils le font pas devant les caméras. Voilà, c'est ça. Donc c'était plutôt rigolo du coup. On verra ce que ça va changer. Rien sans doute. Donc rien. Honnêtement rien. Il y a même des députés qui se sont plaints du fait qu'ils n'avaient pas eu des réponses à leurs questions et qui demandaient des réponses par écrit. On a vu Zuckerberg fait ouais. Ah, vous avez vu un éléphant rose? Et c'était quoi? Et moi, pourquoi est-ce que mon compte il est pas officialisé? J'ai pas de petite étoile. Je veux ma petite étoile. J'imagine le genre de conversation. Alors, je veux pas faire le truc, mais je veux la petite étoile. On se calme, hein. On va revenir sur des sujets non sensibles. Mais avec quoi il vient? Ça me rappelle un traumatisme qu'on a fait. Si je peux une histoire à la con, entre potes, on a 2 minutes. Hein. On a une démo on a fait une fois une démo à des clients et il se fait qu'effectivement les gens en face de nous étaient d'origine juive. Hein. Donc pas spécialement attention, mais et puis t'as le vendeur qui fait la démo. Puis là, voilà, ça c'est la fiche du client, la photo, le machin, le truc. Et puis là, vous avez la petite étoile, si vous l'aimez bien, vous appuyez dessus. Et je vois les gars en face de moi vraiment avec des grands yeux et regarde, il dit et l'étoile jaune là, c'est quoi? C'est des grands moments de solitude. Oui. Bon, en même temps, tu vois. Voilà. Ici, je parlais de petits signes petite étoile, que certains d'entre nous ont à côté de leur nom quand ils sont un peu reconnus, qui font partie de la jet set des réseaux sociaux. Je sais pas, qu'ils mettent des cœurs. Nous, le lendemain, on a foutu des cœurs. Ça ne veut plus rien dire, du coup. C'est qu'on aime bien. Il a fallu changer tous les manuels. Bon, allez, on avance avec la lettre F comme fermeture. Sébastien, bah oui, avec un cadre, on va dire, qui existe depuis... Un vieux brol qui va fermer... Oh, oui, 2001, certains qui nous écoutent n'étaient même pas nés. Odyssée de l'espace. C'est fou, 16 ans, quoi. 17 ans, 2001, non, 17 ans. Foutu, quoi. De quoi parle-t-on? Voilà. StumbleUpon, c'était un truc qui a essayé de faire la découverte de contenu d'un point de vue social avant le Facebook, avant Twitter, avant tous les autres. À l'époque de Dig, non? Ouais, Reddit et compagnie. Ouais. Ceux-là continuent à survivre. StumbleUpon, il a été une fois racheté par eBay et puis revendu aux cofondateurs originaux. Presque aussi vieux que Tumblr ou pas?
Tumblr, je sais plus, ouais, quand même, c'est vieux aussi. C'est Tumblr. vieux, Tumblr. Ouais, ici, de 2001, franchement, la plupart des gens qui nous écoutent avaient peut-être même pas encore Internet, c'était juste, quoi. Ouais. Donc ça servait pas à grand-chose. C'est ça. Mais ça n'a pas survécu, tu vois. Il a réussi à monter, je pense, plus d'une centaine de millions d'utilisateurs, mais il n'a pas réussi à trouver un financement à l'époque pour pouvoir effectivement monter en grade. Et ben voilà, il s'est fait exploser par des boîtes comme Facebook et Twitter. Ce qui est très 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 amusant. Et c'est la date de fermeture. Alors d'abord, les gens ne doivent pas pleurer parce que s'ils avaient effectivement du contenu qu'ils avaient là, ils pourront transférer ça sur une autre plateforme. Magnifique, génial, d'ici le 30 juin, après c'est fini. Mais la date de fermeture, c'est le 25 mai. Ça sert à rien non plus si on a l'intention de fermer, de commencer à tout changer et de signaler. T'imagines, il fermerait le 26. Ouais. On rappelle le 25 mai, mise en œuvre donc ce vendredi de la GDPR, donc forcément ce genre de site ils vont pas commencer à mettre les petits plats dans les grands entre guillemets pour accueillir cette GDPR, donc voilà, on préfère fermer avant. C'est ça, et alors c'est amusant. Et alors il commence à y en avoir quand même de plus en plus. Si on regarde les news de trucs qui ferment à cause de la GDPR, je connais des boîtes en Belgique qui ont fermé. Je connais donc effectivement, là, Sébastien dit ça aura pas d'impact. C'est un impact qui est assez incroyable quand on voit au niveau business, parce que des gens paniquent dans tous les sens et ils comprennent pas réellement le sens de la loi. Et puis certaines boîtes n'étaient pas super droites dans leurs bottes, donc certaines ont des problèmes. Et il y en a quand même beaucoup dans les acteurs sur le web qui ont du mal à justifier ce qu'ils faisaient et qui ferment carrément boutique, dont d'autres encore que StumbleUpon. Il y en a, si je me permets directement sur le sujet suivant, Unroll.me. Alors Unroll.me, ils sont partis sur un autre principe. C'est une boîte qui est assez connue entre guillemets aussi, mais une boîte américaine qui propose de te faire une boîte clean, si on peut dire, en faisant comment expliquer Unroll.me. Je suis un peu utilisateur de ce truc. C'était pour te désinscrire automatiquement. Mais ils classent tes trucs, mais en échange de quoi, ils expliquent en tout petit sur le site que ils vont lire tes mails et analyser le contenu du truc et l'utiliser pour de la publicité et pour te targeter très spécifiquement. Et les mecs ici, ils ont pas décidé de fermer la porte complètement. Ils ont décidé de plutôt dire en Europe, on travaille plus. Oui, c'est ça. Et donc le service n'est plus disponible qu'aux États-Unis. Quand tu ouvres le site, tu dois dire est-ce que tu es un Européen ou est-ce que tu es un Américain. Ils font même pas de géotargeting. Ils te demandent juste de dire si tu es un Européen ou pas. Et alors là, du coup, ça fait plein de gens qui se posent la question, plein d'Américains qui écrivent des articles en disant mais attends, si ça ne respecte pas la législation européenne, pourquoi est-ce que nous on continue d'utiliser un truc qui visiblement respecte pas nos libertés et les consentements, etc. Donc ça crée quand même une certaine vague de stress dans certaines grosses boîtes. Ceci dit, Unroll.me, très honnêtement, on s'en fout, on peut s'en passer volontiers parce que de toute façon, pour moi, à mon sens, c'est une espèce, c'est de l'ordre de l'arnaque, quoi. Je veux dire, vous donnez quand même accès à tous vos emails à une boîte dont vous ne connaissez absolument rien. On me dirait, si vous avez un compte Gmail, c'est exactement la même chose par rapport à Google. Mais on est bien d'accord. Mais eux, ils sont vraiment sans foi ni loi, quoi. Je veux dire, c'est mon opinion. Je sais pas si c'est la vôtre, mais en tout cas, moi, je leur donnerai pas les accès à ma boîte mail. Ça c'est clair. Eh ben, certainement pas. Et la preuve est qu'ils arrêtent effectivement le service en Europe. C'est que tu avais raison de ne pas leur faire confiance. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas encore totalement compris tous les impacts de cette modification au niveau mondial. Parce que les gars, ils respectaient pas les lois jusque-là non plus, mais ils n'avaient pas peur. Et ici, la réglementation, il y a quand même un point qui a changé, parce qu'au final, la loi est toujours très similaire. On en a déjà parlé dans les numéros précédents. En tout cas, pour les pays comme nous, francophones, comme la Belgique et la France, c'est que maintenant il y a une menace de sanctions financières qui est claire et nette et qui n'était pas aussi évidente par le passé. Donc là ils disent ok, 5% de notre chiffre d'affaires, on s'en fout, on dégage. Pour rebondir par rapport à ce que l'autre Sébastien disait là tantôt, quand il disait quand tu disais Sébastien que ça n'allait rien changer, c'est que dans les faits, pour l'utilisateur lambda,
pas pour les entreprises, on est bien d'accord, mais pour l'utilisateur lambda, ça change pas grand-chose dans ses habitudes. Il est juste un peu emmerdé pour l'instant à répondre à des mails qui leur donnent... Et si, ça va changer un truc génial, je trouve, et ça c'est jouissif, je trouve, en ce moment, avec tous les mails qu'on reçoit pour opt-in à des newsletters. Ça, on redécouvre des newsletters qu'on avait complètement oubliés, et on ne clique pas sur le bouton, et c'est jouissif. Oui, c'est jouissif. En fait... Ils font le boulot d'Unroll.me. Oui, exactement. Ils se coupent eux-mêmes. C'est Unroll.me, en fait, s'ils ont coupé le service pour l'Europe, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient inutiles. Il y a la GDPR maintenant qui va faire le boulot pour eux. Je suis désolé, mais tous les mails que vous avez reçus avec tous ces boulets qui vous demandent de continuer à confirmer votre inscription, et c'est tous des... Voilà quoi. Si vous êtes inscrit légalement sur votre truc, que vous êtes inscrit sur le site, que vous avez donné vos datas légalement, et la GDPR ne dit pas du jour au lendemain, vous balancez vos vieilles bases de données. Donc il y a les mecs qui font, enfin on entend tout et n'importe quoi, et tous les mails font vraiment des erreurs monumentales sur la manière dont ils proposent le truc. Ils n'avaient rien à dire pour la plupart. Sur les nouveaux inscrits, effectivement, tu dois avoir un consentement libre et éclairé. Sur les anciens, si tu as la moyen de renouveler le consentement, ok, c'est fine, mais t'as pas tant que tu peux prouver comment tu l'as eu. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de volonté dans certaines entreprises du web de faire mieux que ce qu'on leur demande pour dire regardez, nous on est... non, ils n'ont pas les Lego surtout. Je pense à MailChimp, par exemple, la plateforme d'emailing. Ils ont créé, pour toutes les newsletters, ils ont créé une lettre type pour envoyer à tous leurs abonnés. Bon, c'est pas de la bleusaille, quoi. C'est des gens qui savent gérer des newsletters, ils ont l'habitude, etc. C'est des techs. Mais voilà, donc... ils ont tous des services légaux, et enfin, il y en a plein quand même. On a reçu des centaines et des centaines. Ouais, j'arrive pas à croire qu'il y en a des centaines et des centaines qui ont fait ça alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Ouais, si. Et puis, attends, c'est juste délirant. Après, tu peux prendre une énorme boîte d'assurance qui commence par D, qui termine par V, qui est en 3 lettres, que je ne citerai pas, et qui ont envoyé des courriers. Non, c'est pas des Belges. Ah, pardon. Ils sont allemands, je pense. Ah, je sais pas. Oui, ils font partie d'un groupe allemand. Okay. Et qui ont envoyé un courrier à tous leurs membres. Et qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans le courrier ? C'est vous avez besoin de donner votre consentement. Et si vous ne donnez pas votre consentement, on ne vous rembourse plus vos frais médicaux. Et alors, soit dit en passant, vous avez 2 enfants. Vous êtes prié aussi de créer un compte. Donc j'ai dû me connecter sur leur plateforme pour créer un compte pour mes enfants, pour dire que j'étais le tuteur légal et que je donnais le consentement à cette société de traiter les données et de les vendre à des sociétés tierces. Et la sanction, si je ne le faisais pas, c'était on vous rembourse plus vos frais médicaux. Alors tu peux pas dire que cette société n'est pas juriste et qu'ils n'aient pas revu leur truc. Et pourtant, tout le monde s'étrangle à envoyer leur truc. Donc non, la plupart des juristes sont en train de partir dans tous les sens parce que la loi n'est pas à 100% claire, que tu n'as pas encore de jurisprudence, et que ce qui était sur le passé n'est pas aussi évident dans la loi en disant vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne devez pas refaire de consentement, etc. Ouais, ça c'est sûr. Vu la taille des sanctions, ils ont peur. Ceci dit, il y a on reçoit toutes sortes de mails. J'en ai un sous les yeux. C'est une société de vente de matériel informatique qui a pignon sur rue à Bruxelles et qui envoie une newsletter qui ne demande pas un consentement quel qu'il soit. Ils expliquent simplement leur politique de confidentialité, ce qu'ils ont comme données, ce qu'ils en font et comment c'est. Ça c'est l'autre type de mail. On a reçu quasiment les boîtes ont envoyé les deux. C'est le opt-in pour leur newsletter. On sent que et la mise à jour de leur privacy policy. Ici, on sent le truc écrit. Enfin, c'est un copier-coller sans doute d'un texte officiel qu'on a trouvé quelque part parce qu'il y a plein de sites spécialisés dans la GDPR qui ont vu le jour et plein de spécialistes un peu partout. Donc voilà, c'est pas invasif. C'est bien de le rappeler. C'est lisible en plus, donc pourquoi pas. Clairement. Le truc, c'est que comme on les reçoit tous en même temps, c'est contre-productif parce que personne les lit. Aussi, ouais. Ça, c'est possible également. Petite parenthèse encore sur ce sujet, et après on passera à la suite parce que ça énerve Sébastien, celui avec les cheveux. Je le sens bien, je le sais. Il est au bout de sa vie. C'est WordPress qui a mis en place une mise à jour de son WordPress qui permet également de gérer la GDPR et de mettre en place une page avec les politiques de confidentialité. Juste pour l'exercice, je l'ai fait pour le blog lestechno.be. Il suffit de regarder dans le menu, vous le trouverez à un moment donné. C'est un texte tout à fait basique de chez Basique et que vous allez retrouver partout. C'est le nouveau lorem ipsum.
en gros, que vous allez retrouver sur tous les WordPress du monde, ou en tout cas d'Europe, dans les heures et les jours qui viennent. Sébastien, vous voulez conclure peut-être là-dessus? Oui, je voulais conclure. À propos, tu dis effectivement WordPress, ça fait des modifs. J'ai juste une news que j'aurais dû mettre, mais que je ne vais pas en parler du coup ici longuement, mais Magento, donc la plateforme e-commerce, a été rachetée cette semaine par Adobe. Par Adobe, oui. Donc là, on parle d'un gros tool open source qui part dans les mains d'Adobe, qui continue à consolider les outils au niveau CRM et retail. Et puisqu'on en parle d'Adobe, est-ce que je vais poser la question à l'autre Sébastien, le PDF, c'est du logiciel libre maintenant ou pas? C'est open ou pas? Parce qu'on a eu des remarques sur ce sujet-là. On avait dit que c'était la propriété d'Adobe. Apparemment, c'est tombé dans le domaine public, paraît-il. Non, qui dit quoi? Sébastien, c'est ton avis? Moi, j'en sais absolument rien. Je sais que il y a certains standards sur lesquels PDF est basé, comme le PostScript, etc., qui sont dans le domaine open source. Mais par contre, j'imagine très bien qu'Adobe a rajouté tout un tas de cochonneries par-dessus qui font que c'est propriétaire. Mais après, quelles sont les licences utilisées derrière? C'est l'autre. Ouais, non, la licence d'Adobe, ils ont publié effectivement toutes les specs du PDF, donc n'importe qui peut faire un lecteur PDF, mais à moins que Adobe ait décidé subitement de changer la licence, il y a quelques années c'était encore le cas, personne n'a le droit d'écrire un logiciel qui génère ou édite des PDF. Il y a quelques trucs qui existent, mais je ne suis pas sûr qu'ils n'enfreignent pas la licence d'Adobe à ce sujet. Il y a des commentaires sur l'épisode précédent, parce qu'on en avait parlé dans un autre sujet. Il y a des commentaires qui nous disent qu'on s'est peut-être trompé. Bref, voilà, on n'a pas encore éclairci cette chose-là, mais à l'occasion, n'hésitez pas, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les partager, on n'est pas censé tout savoir non plus, toujours, soyons clairs. On passe à la lettre N comme neutralité du net. Sébastien, le Sénat américain vote finalement l'annulation de l'abrogation de la neutralité du net. Cette double négation me fâche. Ah oui, non, mais ça fait mal au crâne à la fin, c'est Dallas, c'est pas possible, il y a des épisodes dans tous les sens. Saison 2 de la neutralité du net aux États-Unis. Donc on se souvient que en fin d'année dernière, la FCC, donc la Federal Communications Commission américaine, donc l'agence fédérale qui s'occupe de la réglementation de toutes les télécommunications, sous l'égide de Ajit Pai, et grâce à la nomination d'un troisième, d'une majorité finalement de délégués républicains, avait lancé l'annulation de ce qu'on appelle le titre 2, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui avait été ajouté sous l'ère Obama dans les réglementations de la FCC et qui, de fait, protégeait la neutralité du net en interdisant aux opérateurs Internet de moduler en fait la vitesse et la bande passante des communications Internet en fonction de leur contenu, de leur source ou de leur destination. Donc, maintenait justement une certaine neutralité. Tous les contenus étaient supposés être traités de la même manière. Et là, l'année dernière, ça a été annulé. En tout cas, la décision avait été prise par la FCC et il y a eu un retournement de situation la semaine dernière. Dans un vote au Sénat, donc des sénateurs démocrates ont déposé un amendement pour essayer de restaurer ces règles à un autre niveau. Alors, je rentre pas dans les détails parce que c'est la complexité du système législatif américain, c'est tout un truc. Et c'est un citoyen belge qui dit ça. Enfin bref. Mais bon, voilà, en tout cas, ils ont fait voter un amendement et là, ils ont bénéficié d'une procédure accélérée. Et le truc, c'est que il y a au Sénat américain, c'est 51 républicains, 49 démocrates. Et donc, pour que ça passe, il faut une majorité. En l'occurrence, cette procédure-là, c'est une majorité simple. Et ça voulait dire qu'avec John McCain qui est à l'hôpital et ils ont réussi à retourner 3 républicains à force de lobbying par les citoyens qui les ont appelés comme des bourrins en disant vous allez voter ça, etc. Et ben au final on s'est retrouvé avec un vote à 52 contre 47 en faveur des démocrates, enfin donc de la restauration de la neutralité du net. D'accord. Ce qui a surpris un peu tout le monde, y compris les républicains bien sûr. Donc c'est un peu un retournement de situation sympathique. À savoir que de toute façon le jeu n'est pas gagné puisqu'en l'occurrence ce vote doit maintenant passer devant la Chambre des représentants, donc de House of Congress en mois de janvier. Et là, ce coup-ci, il faudra retourner 25 républicains, c'est un petit peu plus compliqué, mais on sera beaucoup plus près des élections de mi-mandat, les midterms.
Et là, évidemment, avec 86% des citoyens américains qui sont pour la neutralité du net, ça va forcément faire jouer un petit peu les influences. Et donc, comme quoi le combat n'est pas perdu et comme quoi le fait d'appeler ces députés, ça peut fonctionner. Ce qui est quand même amusant, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est qu'au départ, la neutralité du net, c'était juste une convention entre les différents acteurs du web, que ce soit les providers, les diffuseurs, les sites web, machin, etc. Il a fallu qu'Obama mette ça dans une loi, dans un texte, pour qu'automatiquement, son successeur et opposant disent qu'une seule chose, le contraire. Voilà, donc c'est ça le problème, en fait. Tant que c'était qu'une convention, c'était un peu une arme de dissuasion dans le sens où personne n'osait être le premier à l'utiliser. Ouais. Et donc à rompre cette neutralité du net, mais on sentait la pression qui devenait de plus en plus forte, notamment de la part des opérateurs Internet, vis-à-vis de Google avec les flux de données de YouTube, vis-à-vis des réseaux sociaux, de Netflix, etc. Évidemment, les Comcast, les Verizon, les AT&T sont les premiers à faire du lobbying pour abolir la neutralité du net, puisque leur intérêt, c'est de faire payer en fait ces grandes entreprises pour leur utilisation massive des flux de données. L'inconvénient étant qu'évidemment, si vous êtes une petite start-up qui démarre et que vous essayez de concurrencer les Facebook, les YouTube et les Netflix, eh ben vous n'avez pas les moyens de payer et donc c'est un frein à la concurrence assez massif. Ouais. Donc voilà. C'est un peu ça l'enjeu. Les enjeux, on aura encore l'occasion d'en parler, à mon avis, de la neutralité du net, mais c'est quand même important, il faut le signaler. C'est super important. La lettre S. S comme sécurité. C'est la marotte de Sébastien, l'autre Sébastien, les deux Sébastien d'ailleurs, mais c'est Sébastien qui va en parler. J'adore faire ce petit jeu. Sébastien, plus de 50 000 routeurs piratés. C'est une grosse attaque qui s'en vient. Oh, ça doit être l'autre Sébastien. Non, c'est ce Sébastien, je pense. Ah, c'est moi. Ah oui, ok. Si tu connais pas tes sujets, on est mal. Hein. Alors c'est bon, je le fais. Et s'il est pas prêt. Hein. Donc... Ici, c'est un truc, c'est des chercheurs de chez Cisco qui ont levé le lièvre. Ils ont trouvé une attaque, un botnet qui était en train de se créer, qui pour le moment est totalement inutilisé, mais qui est en train de se disséminer un peu partout. Alors, c'est une attaque qui est en plusieurs étapes. La première, c'est qu'effectivement, il va s'attaquer aux routeurs. Donc, dès qu'il a réussi à rentrer dans les routeurs, il va commencer à analyser le trafic pour chercher tout ce qui est matériel IoT, donc tout ce qui est trucs connectés dans les maisons, dans les sociétés, etc. Et s'y installer aussi. Donc il a déjà réussi comme ça à infiltrer plus d'1 demi-million de devices estimés, et tout ça pas par une nouvelle faille, c'est juste en utilisant des vieux trucs que les gens n'ont pas patchés. Donc on parle de plein de routeurs que les gens ont laissé comme ça connectés en se disant bon, finalement je risque rien. Mais si, voilà. Donc là ils se sont bien fait avoir. Et alors ce qui est intéressant, c'est que en fait jusque là toutes les attaques qui visaient ces routeurs et tout le matériel IoT, à chaque fois que tu rebootais le routeur, d'une certaine manière, tu réussissais à t'en débarrasser. Donc, ils n'arrivaient pas à avoir une attaque qui était persistante à flasher le device. Ce nouveau virus réussit à flasher les devices. Donc, ça, c'est la première partie du truc. Il arrive à arriver sur ton routeur et à le flasher pour que, quand tu rebootes ton routeur, il soit toujours présent. D'accord. Donc cette fois-ci, c'est quand même nettement plus grave. C'est pas le premier, c'est le deuxième en l'occurrence qui arrive à faire ça. Mais c'est ce mois-ci, c'est le premier qui arrive à ce genre d'exploit. Et donc sa deuxième étape, lui, c'est commencer à analyser le réseau pour continuer à se propager. Et puis après, il se connecte à un botnet sur le réseau Tor pour aller chercher des plugins pour se dire bon là, qu'est-ce que je fais ? J'attends. Pour préparer l'attaque. Alors ils ont aussi des codes qui est déjà prévu une fois que l'attaque est terminée, de détruire le device. Donc on parle pas juste de supprimer, c'est vraiment foutre le truc à zéro pour que ton routeur il soit complètement mort. Ouais. Donc tant pis pour toi, c'est un one shot. Et jusque là, Cisco a trouvé des traces de cette attaque dans 54 pays, mais le truc ne fait encore rien du tout. Donc il est dormant. Alors, il soupçonne un pays en particulier, qui commence par rue et qui termine par si, mais que je ne citerai pas parce que j'ai envie de vivre. Est-ce qu'il y a, comme dans le précédent, un cas dedans ?
Oui, d'une certaine manière. Cette émission, ça devient le pendu. Oui. C'est le jeu du pendu. Le mec qui a écrit DV, il manque une lettre, et puis il arrive ici. Et donc, non, il pense que c'est la Russie qui est derrière parce que on a trouvé des traces dans un autre virus par le passé qui serait en partie inspirant celui-ci. Donc ils disent ouais, il y a quand même trop de similitudes, ça ressemble fort à. Et puis surtout, la target semble être un pays en particulier, l'Ukraine. Il dit donc voilà, la Russie c'est déjà engueulé avec d'autres pays. Ils l'ont fait il n'y a pas tellement longtemps. Alors c'était plus, je sais plus contre quel pays. Tiens. Mais ici, mais à chaque fois qu'ils n'ont pas été invités, c'était les Jeux Olympiques. Il dit bah non, ok, on attaque le pays. Je ne sais même plus où c'était les Jeux Olympiques, non plus. Voilà. Et ici, on parle du 26 mai, une possibilité où là, ce serait un truc de foot en Ukraine. Ouais. Voilà. On a un truc comme ça, donc ce serait ici ce week-end. Ou alors 27 juin, où là c'est la date de constitution. Mais à mon avis, ce sera plutôt le 26 mai si on commence à découvrir le botnet. Il va attaquer au plus vite et puis détruire les devices. Donc voilà, si vous êtes juste à l'étape 1, qu'il n'a pas encore tout installé, vous avez encore une chance de sauver votre device. Et les patchs, enfin, tu nous as pas dit. On peut s'en prémunir. Oui, se prémunir, c'est comme toujours, maintenir votre device à jour. Donc, patcher votre device et vous n'aurez pas ce genre de problème. Ok, bon, voilà. Sinon, on va acheter un autre auteur. Oui, qui est peut-être déjà infecté d'usine. Oui. C'est déjà arrivé aussi, des infections d'usine. On reste à la lettre S comme sécurité, Seb, avec un conseil. Non, on ne donne pas son code Digipass à n'importe qui. Ouais, alors je ne sais pas si les gens qui nous écoutent pourraient faire ce genre de bêtises, mais dans le doute... Et surtout préciser que le Digipass, c'est un truc belge, mais les Français ne connaissent pas ça. Ah, ben voilà, donc explication du Digipass, Seb. Alors, le Digipass, c'est une espèce de petite calculette dans laquelle on met sa carte de banque et qui, en fait, utilise la puce de la carte de banque pour produire, pour faire de l'encryption, en fait, du chiffrage, pardon. Et donc, en France, pour ça, on utilise encore des vieux mots de passe ou alors des petits cryptogrammes sur des cartes. Et on n'a pas encore ce qu'on appelle des UCR, c'est-à-dire des Unique Code Randomizer, un truc comme ça. Bref, et c'est Digipass, ça ressemble, pour ceux qui ont l'image, je sais pas si j'ai le mien là, non je l'ai pas. Mais voilà. Moi je l'ai, il est là-bas, mais il est trop loin. Mais c'est comme une calculette, on met la carte de banque dedans, comme tu as très bien expliqué. Et ça sert à signer ses transactions bancaires et à se connecter sur le compte de sa banque. Oui, c'est quand même un truc relativement bien foutu. Tout le monde y est venu au fur et à mesure parmi les banques. Moi j'ai connu des banques qui ne l'utilisaient pas et qui y sont venues par la suite. Donc ça, voilà, il y a plutôt consensus pour dire que ça fonctionne bien. Ce principe. C'est juste hyper chiant parce qu'il faut sortir c'est un peu casse-pied, mais bon. Sauf dans certains cas, Sébastien. Oui, sauf que effectivement, du coup, ton Digipass, c'est juste comme l'expliquait Sébastien très justement, ça te permet de signer une transaction ou signer un acte. Donc le fait, par exemple, de te connecter sur ton web banking, tu sors ton Digipass, tu mets ton code et il te donne un chiffre. Et on peut facilement exploiter ça chez certaines personnes un peu malheureusement naïves ou juste distraites au moment venu. La technique est relativement simple, c'est on appelle donc cette personne, on lui dit on va vous dédommager pour tous les mails non sollicités que vous avez reçus, ou parce que vos données ont été dévoilées et que c'est la DGPR, donc on va payer pour et notre avocate ici présente va effectivement vous expliquer ce que c'est. Et donc ici, en l'occurrence, ils appelaient à deux, que des gens qui parlent un bon français. Et puis pour qu'on puisse vous rembourser des sommes conséquentes, il faut que vous nous donniez le code donc, de votre Digipass. Et alors on ne demande pas le code secret, il demande juste de signer une transaction. Et cette transaction ici, en l'occurrence, c'était le fait de vider le compte de la petite dame en faisant un paiement en ligne. À la base, et ce qu'ils essayaient de faire, c'était de rentrer sur ton compte et de faire un virement.
Mais ça, les banques ont encore la possibilité, si tu réagis relativement vite, de rappeler le virement. Oui, donc là, et puis là, il y a quand même une trace, parce que c'est souvent utilisé par un boulet en Belgique ou en Europe à qui on dit tu vas gagner un pourcentage, mais tu nous renvoies le reste de l'argent à l'étranger. Mais ce couillon, il se fait toujours avoir après quelques jours, parce que c'est facile. Ouais. Voilà, il y a toujours un couillon et demi. Et ici, plutôt que d'avoir un couillon en Europe qui récolte les fonds, ils font des gros achats sur le web. Et là, malheureusement, l'argent de la petite dame, il est bien parti, quoi. Donc la petite dame, elle est à sec. Ouais. Donc, est-ce que les banques font un geste dans ces cas-là Que dalle. Rien. Que dalle, parce que le fait d'avoir utilisé ton code secret pour signer une transaction, c'est ta responsabilité. Bien sûr, ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les banques, techniquement, ont toujours la possibilité d'annuler un paiement, même plusieurs mois après. Mais par contre, elles ne le font pas si tu utilises ton Digipass, parce qu'effectivement, c'est l'équivalent d'une signature numérique. Oui. Donc, à la mesure où c'est toi qui as produit la signature, c'est légalement engageant, j'ai envie de dire. Si tu ne peux pas prouver qu'il y a une arnaque numérique, quelqu'un qui a piraté ton Digipass, à la rigueur, peut-être dans le cas d'un vol de ton domicile et que quelqu'un prend ton Digipass, bon, ce serait, voilà. C'est le même Digipass pour tout le monde, donc on s'en fout. Oui, c'est ça. Donc, oui, non, c'est ça. Mais par contre, il faut le code PIN, etc. Oui, donc, c'est ça, c'est le code PIN, en fait, qui... Ouais. Ok, bon, c'est vrai. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, les Belges, à savoir, la plupart des Digipass, c'est les mêmes. C'est la même société qui les produit. C'est Vasco, même si ils ont un look différent. Il y a même moyen, il y a toujours moyen. Voilà, ça devient très belgo-belge. Hein. Mais si vous êtes client Belfius qui lui maintenant a décidé d'un nouveau Digipass avec un peu plus de fonctionnalités, juste pour vous connecter. Ça, c'est l'opération de base qui est toujours la M1 sur les autres Digipass des autres banques. Ça fonctionne toujours. Hein. Oui, donc, c'est les mêmes Digipass et la même techno sur toutes les banques. Oui, il y a quelques petites finesses, entre guillemets, quelques fonctionnalités. Par exemple, KBC, il y a un lecteur optique. Donc, tu peux lire un code qui clignote sur ton écran. Comme ça, tu n'as pas à taper le code d'initialisation. Bon, tu l'utilises pas, ça fonctionne aussi quand tu l'utilises de manière tout à fait classique. Voilà. Fin de la parenthèse belge avec des 70 et des 90 dedans et des Digipass. Voilà, c'est des petites particularités comme quoi. Hein, la plus grosse faille de sécurité, c'est toujours un problème de chaise clavier. Oui. C'est ce qui se trouve. Ici, c'était un problème de chaise roulante en plus. Je pense oui, et pas clavier, mais déambulateur. Bon, bref. Mais bon, ceci étant dit, il faut aussi protéger ces gens-là et c'est important de. Peut-être qu'on devrait leur couper Internet. Oui, ou leur interdire d'avoir le Digipass. Ou mieux leur expliquer. Ah ouais, c'était plus facile. Ouais. Mais c'est difficile. C'est pas toujours évident. Allez, lettre S comme sécurité, mais routière. Cette fois, Sébastien. Des aides à la conduite. 11 mesures rendues obligatoires par l'Union européenne. On va encore rigoler. Ah oui, non mais voilà, la Commission européenne et son don légendaire pour l'anticipation technologique. Là, ce coup-ci, ils nous ont pondu alors déjà un objectif tout à fait réaliste, hein, puisqu'ils veulent arriver à un objectif de 0 mort sur les routes. Ouais. Alors j'ai un scoop pour eux. Le meilleur moyen d'arriver à 0 mort sur les routes, c'est d'interdire les voitures. Oui, ou d'interdire les routes. C'est le seul moyen. Même avec des voitures autonomes, on n'arrivera jamais à 0 mort sur les routes. Le principe, c'est que si on se déplace, il y a un risque. Donc voilà. Mais bon, bref, c'est toujours des objectifs de politicards un petit peu populistes sur les bords. Toujours est-il que pour eux, aujourd'hui, les constatations, c'est qu'il y a, en 2015, il y a eu 70 morts par jour en moyenne sur les routes européennes. Donc pour eux, c'est encore beaucoup trop, même si on a assisté à 43% de baisse en 10 ans. Donc entre 2005 et 2015, ça a baissé de 43%, c'est quand même déjà pas mal. Et donc pour eux, ils veulent aller encore plus loin. Déjà à l'horizon 2030, ils veulent faire diminuer ce chiffre de 50%. Et puis à 2050, ils veulent complètement annuler toutes les morts sur les routes. Ceci n'est pas la mort que vous recherchez. Ils veulent faire ça en imposant aux constructeurs d'intégrer de série un certain nombre d'aides à la conduite. Ils en ont cité 11, mais les 3 plus grosses, c'est le freinage automatique d'urgence, qui est déjà sur certaines voitures haut de gamme, notamment chez Volvo et tout ça, la voiture qui s'arrête toute seule quand elle détecte un obstacle, le détecteur de fatigue,
et le maintien dans la voie automatique. Donc ça, c'est les plus gros. Après, ils ont cité d'autres trucs comme l'alcotest de démarrage, ou en tout cas le pré-câblage pour ça, le système d'avoir une boîte noire, la caméra de recul, etc. Mais donc voilà, ils veulent imposer ces choses-là. Alors là aussi, c'est intéressant de se dire que ça veut dire qu'ils n'intègrent pas du tout le concept de la voiture autonome dans leur réflexion, puisque clairement les voitures autonomes, elles seront là avant 2030, et donc leurs objectifs de 50%, ils seront explosés avant 2030, soyons clairs. 2050. 2050. Oui, non, mais 2030, ils veulent déjà diminuer. En 2030, ils veulent déjà diminuer de moitié. Or, ça sera diminué de beaucoup plus que de moitié si on a des voitures autonomes d'ici là. Et par contre, ils ont vaguement évoqué le fait qu'il faudrait aussi réfléchir à améliorer les infrastructures. Oui. Je rappelle au passage, étant motard, que ça fait que la plupart, enfin, il y a beaucoup de morts parmi ces, le chiffre que je citais tout à l'heure, il y a beaucoup de morts sur les routes, c'est des motards. Or, il y a encore plein de routes avec c'est pas des nids de poules, c'est des canyons. et les rambardes de sécurité, là, vous voyez les trucs qui apparaissent inoffensifs pour les voitures. Chez les motards, on appelle ça des hachoirs à viande. Oui, ben oui. Et ça fait longtemps qu'ils sont engagés à remplacer ça par des rambardes doubles ou par des rambardes monoblocs, et on attend toujours. Donc, il y a aussi un travail à faire sur les infrastructures. Je reviens sur les 3 premières aides dont tu as parlé. Il y a celle qui permet de rester dans sa bande, c'est ça? Alors, c'est ça. Là aussi, il va falloir faire très très attention, parce qu'en Belgique, je sais pas, chez vous en France, mes amis, mais chez nous en Belgique, on a des chantiers. Et pour s'écarter des chantiers, on trace des lignes sur le sol. Mais des fois, on n'est pas à jeun quand on trace les lignes. Et ça part un peu n'importe comment, on va dire. Donc si la voiture est obligée de suivre les lignes, là, il va y avoir des morts. Non, elle n'est pas obligée. Pour l'avoir sur la mienne, elle ne suit pas réellement la ligne. Elle te donne un grand coup de volant. Tu n'es pas obligé, mais elle te donne un coup de volant pour remettre sur la trajectoire. Oui. Mais si tu tiens ton volant, tu gardes la trajectoire. Un grand coup de volant pour te réveiller aussi. Non, je te jure, c'est assez perturbant. Donc la bagnole, la mienne n'est pas autonome, mais j'espère qu'une des prochaines releases devrait l'être. En tout cas, parce qu'ils ont tous les capteurs pour. Mais si tu la laisses sur autoroute, tu peux t'amuser à lâcher le volant. Et alors tu vas de gauche à droite. De gauche à droite, mais dans la bande. Hein. Oui. Donc c'est vraiment très très. Mais donc il donne pas juste un petit coup, il donne vraiment un grand coup de volant pour te ramener sur le truc. Donc, à ne pas faire à l'approche d'un chantier. Donc je disais, parce que si on se base quand même sur les lignes, parce qu'il faut quand même se baser sur quelque chose, il va y avoir des soucis. Tu peux le désactiver, il y a des boutons pour le désactiver. Oui, mais enfin si tu dors ou avec une remorque. Ou avec une remorque. Avec la remorque, c'est pas une bonne idée de slalomer comme ça. Non plus, ça peut poser des problèmes. Il y a plein de problèmes à régler, et c'est pour ça que c'est gay. Oui, mais tu penses pas, ils auraient pas pu juste ajouter un détecteur de trous plutôt que de refaire les routes. Oui, tu vois, c'est vrai pour slalomer entre les trous. Un évitement des trous. Pour les motos à ce moment-là. Slalom. On essaye d'abord avec les motos, et puis après on le fera aussi avec les voitures et les camions si ça marche bien. Hein, voilà. On fait comme ça. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, soyons clairs. Et ça, je pense que c'est pour tous les pays. Hein. C'est pas que pour la Belgique. Il faut être très clair là-dessus. On a tous nos problèmes. On a de beaux trous quand même. Hein. On a de beaux trous. Oui. Ouais. La différence, c'est qu'en France, pour le coup, il y a, je le sais, j'y ai vécu, et on se plaint souvent du fait que les autoroutes sont payantes, mais ça sert à ça. Ça sert à éviter qu'il y ait des nids de poules à tous les 2 mètres. En Belgique, on n'a pas ça. Les autoroutes, c'est gratuit, et du coup, on le sent. Oui. Là, je suis d'accord avec toi, les autoroutes sont plutôt bien entretenues en France. En Allemagne aussi, hein, c'est plutôt sur du velours. Donc voilà, chaque pays a ses problèmes. Hein. Nous, on les collectionne tous. On passe à la lettre S comme souris cette fois, décidément. La lettre S, il se passe plein de trucs. Sébastien, souriez. Si vous mentez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, c'est un truc des psychologues et neuroscientifiques cognitifs italiens qui sont dit, on va faire, je pense que c'est des Italiens, ouais, on va faire une étude, ça va être cool, on sait détecter si tu mens quand effectivement tu es en train de parler, parce que là on détecte que tu as une certaine anxiété, que tu as une réflexion plus importante, donc tu peux voir que la personne ment, donc là il y a des détecteurs, ils disent mais on se demande si quand tu utilises ta souris, quand tu es derrière un PC, on pourrait détecter si ce que tu es en train de remplir dans le formulaire, tu es en train de mentir ou pas. D'accord. Donc les mecs ils se sont dit on va essayer, et donc ils ont pris deux groupes de personnes et ils leur ont demandé de mentir, un groupe, et l'autre groupe non.
Et ils ont analysé effectivement les résultats. Alors, c'était pas juste aussi simple que ça, parce que sinon c'était directement faussé, les mecs savaient qu'ils mentaient, et ils avaient les réponses aux questions, hein. C'était une fausse identité sur laquelle on allait leur poser des questions. Et par exemple, il y avait nom, prénom, date de naissance, etc. Et dans une des questions, on te demandait pas la date de naissance, mais on te demandait ton âge. Et donc là, les mecs tout de suite étaient en train de réfléchir pour se dire, bah merde, effectivement, quel âge j'ai encore. Et donc, ça peut arriver. Tout ça montrait qu'en fait, quand tu dis la vérité, eh bien ton tracé est tout droit, tout direct, parce que tu vas direct au truc. Par contre, quand tu mens, apparemment tu es nerveux sur ta souris et tu fais des petits triangles. Ah oui. Donc maintenant, on va pouvoir avoir des sites web où quand tu remplis le formulaire, tu pourras pas appuyer sur le submit parce qu'on dira non. Je pense que tu as menti. Alors, ça, en plus de la petite case, je ne suis pas un robot, tu vois. C'est ça. Il ne faut pas tourner autour de la petite case, je ne suis pas un robot, parce que là, peut-être que tu mens. et puis pendant ce temps-là, ton écran s'allume en tout blanc et nous savons les moyens de vous faire parler. Oui, c'est ça. C'est un peu... exceptionnel, quand même. C'est quand même particulier, oui. Ouais. Bon, parce que du coup, juste détecter que tu fais des petits triangles, il y a moyen de faire ça en HTML, hein, et je suis sûr qu'il y a moyen de faire ça en JavaScript sur un site web. On va dire, t'es en train de dire des conneries sur mon formulaire. C'est ça. Mais le pire, c'est que je m'imagine, très honnêtement, remplir, tu sais, un sondage... La déclaration fiscale. Non, peut-être pas la déclaration fiscale. Mais un simple sondage, comme nous-mêmes, on en a publié un l'été dernier, où les gens posent des questions, répondent à des questions basiques, etc. T'imagines si en plus on interprétait cette donnée-là? Est-ce qu'ils l'ont prévu au niveau de la GDPR? Est-ce que le fait que tu mentes ou pas est considéré comme une donnée privée? Oui, c'est ça. Parce que être un menteur, ça peut être dommageable. Une donnée personnelle. C'est une donnée personnelle que tout le monde n'est pas supposé savoir. Voilà. Parce que tu peux dire que tu n'es pas un menteur. Et une fois de plus, tu mens. Bref, on passe à la lettre T comme Tesla, Sébastien. L'autre, Sébastien, on parle de Tesla qui annonce 2 nouvelles versions de sa Model 3. Voilà, donc la Model 3, on rappelle, c'est leur berline un peu plus raisonnable au niveau du prix. Hein. L'objectif, c'est de démarrer à $35 000. Alors dans les faits, même les versions de base, là, elles sont à beaucoup plus que 35 000. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et ils sont un petit peu sous les projecteurs en ce moment parce qu'ils ont du mal à tenir leurs objectifs de production. Ah, oui. Ils avaient prévu déjà en fin d'année dernière de passer à 5 000 voitures par semaine et ils viennent seulement de dépasser les 3 500. Alors de fait, il y a du boulot au niveau de l'usine. Ils se sont un petit peu plantés. Ils ont mis un peu trop de robots, mais là maintenant ils commencent à arriver à atteindre leurs objectifs et du coup ils commencent aussi à annoncer les évolutions de la gamme et notamment 2 modèles qui étaient assez attendus par les aficionados de la marque, à savoir une modèle 4 roues motrices et une 4 roues motrices haute performance. Donc 4 roues motrices, ça veut dire 2 moteurs, à l'avant, à l'arrière, et la haute performance avec plein de petites optimisations de partout pour que la voiture aille encore plus vite. Donc la 4 roues motrices, l'option va coûter $5 000, donc en plus des 35 000 plus les options. Donc on monte un petit peu. L'autonomie ne va pas changer, on va rester de l'ordre de 500 km sur une charge en utilisation normale. La vitesse de pointe sera la même, 225 km/h. Par contre, on va avoir une accélération un petit peu plus rapide, on va passer à 4,5 secondes sur le 0 à 100 contre 5,1 sur le modèle actuel. Et sur la version performance, alors là c'est le top du top, mais là on est sur un prix à $78 000, donc on est au-delà même du prix d'une modèle S d'entrée de gamme. Et là, on arrive à une vitesse de pointe de 250 km/h et à une accélération, un 0 à 100 en 3,5 secondes. Donc, c'est vraiment le truc pour les kékés qui veulent se la péter en dragster. Et vider leur batterie assez rapidement. Je voyais sur les réseaux sociaux, je pense que c'est sur Twitter ou LinkedIn, je sais plus, bref, quelqu'un qui publiait un article concernant Tesla également, qui a battu un record de nombre de kilomètres avec une charge pleine, plus de 840 km, quelque chose comme ça, mais dans certaines conditions, il faut le voilà, en roulant à 50 km/h sur un terrain plat. Donc c'est vraiment dans certaines conditions bien particulières, et ils ont tenu 800 km sur une charge. Et c'est pas avec une Model 3, je crois que c'était une Model S. Ça, je ne sais pas, mais par contre, les réactions qui sont suivies à cet article sur les réseaux sociaux, je suis des fois étonné, mais manifestement, les adeptes du gasoil et de l'essence
sont quelque part, enfin, ont des volontés de frapper des gens, quoi, parce que cette simple annonce a suscité une vague de réactions complètement démesurée de gens qui étaient prêts à tuer le mec qui publiait l'article, quoi. C'était incroyable. Et c'est systématique. Une déferlante pareille, c'est vraiment dingue. Dans un sens comme dans l'autre, hein, pour info, il y a aussi eu un article là dans Consumer Reports, donc c'est un peu le Que Choisir ou le 50 millions de consommateurs américains, qui a publié un article sur la Model 3 en expliquant que dans leur test, ils avaient constaté que la distance de freinage était vraiment pas bonne, et que c'était même en dessous des standards, etc. Chose à quoi Tesla a répondu tout de suite: ah oui, pardon, on s'est planté un petit peu dans le système de calibrage, mais vous avez une version de pré-série, et sur la version de série, on a déjà changé ça depuis longtemps, et de toute façon, ceux qui ont encore les versions de pré-série, on va mettre à jour le logiciel, et ça va régler le problème. Mais alors, faut voir les commentaires derrière, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. Vous avez d'un côté les fanboys absolus qui disent: ah bah, ça va, tout est réglé, et puis de l'autre côté, vous avez les défenseurs bec et ongle du pétrole. Il faut pas oublier que les ricains maintenant l'économie américaine est repartie en partie grâce au pétrole. Donc voilà, il y a forcément une on a comme ça chez nous aussi, hein. Manifestement qui reniflent les pots d'échappement ou qui ont des accointances avec les pots d'échappement. Je sais pas. En tout cas, les moteurs qui font vroom vroom, ils aiment bien. Et du coup, ils veulent pas entendre parler de voitures ni autonomes, ni électriques, ni etc. C'est tout ça, c'est pas fait pour eux. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire de leur avenir, ces pauvres gens, mais bon. On reste à la lettre T comme Tesla, toujours avec Sébastien, pour parler également d'un autre aspect peu connu de chez Elon Musk, c'est que de temps en temps, il publie les codes sources de certaines de ces technologies. Alors là, en l'occurrence, il faut pas remettre. Je pensais aussi au départ que c'était à mettre dans la même catégorie que quand ils avaient ouvert leur brevet. Là, en l'occurrence, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont fait, puisque ce qui s'est passé, c'est que depuis 2013 déjà, ils ont une association qui s'occupe de défendre la licence GPL. Donc, je rappelle, la GPL, c'est la General Public License, c'est la licence logicielle qui est sur la plupart des logiciels open source, on va dire durs, c'est-à-dire les gros logiciels open source un petit peu radicaux, comme la plupart des noyaux Linux par exemple, et qui impose dans ces conditions que si vous utilisez, notamment si vous modifiez le code source sous licence GPL, vous devez republier les modifications apportées, et donc vous devez recontribuer finalement auprès de la communauté ce que vous avez produit sur base d'un code que vous n'avez pas produit vous-même. Donc c'est une espèce de principe de donnant-donnant. C'est bien beau d'utiliser du code gratuit, mais d'un autre côté, il faut redonner à la communauté. Et depuis 2013, une des associations qui s'occupe de ça, qui s'appelle la Software Freedom Conservancy, leur est tombé dessus en leur demandant de se mettre en conformité, puisqu'en l'occurrence ils utilisent un noyau Linux et ils utilisent un logiciel qui s'appelle BusyBox dans leur firmware, enfin dans les logiciels de la voiture, et ils n'avaient pas publié les codes sources associés. Et là ils ont commencé à le faire. Alors le fait est que quand les associations comme ça se mettent essayent de mettre une société en conformité, il y a tout un échange de codes sources et regarder est-ce que ça va, ah non ça va pas, il faut encore rajouter des trucs, etc. Et là ils leur ont un petit peu Tesla a un petit peu coupé l'herbe sous le pied en publiant tout de suite un repo GitHub. Le lien sera aussi dans le post du blog au passage. Et ce code est encore bien incomplet. Il manque les scripts de compilation, il manque plein d'éléments. Mais disons que ça va dans le bon sens. Alors encore une fois, ils le font pas de gaieté de cœur, mais ça va dans le bon sens. Et ça, alors pour info, ça concerne ici certains systèmes de démarrage de l'autopilote, donc toutes les aides à la conduite, et certains systèmes liés à l'infotainment, c'est-à-dire au système de divertissement et d'information sur les écrans dans les Tesla. Donc il n'y a pas encore tout, ils sont pas encore complètement en conformité, mais voilà, en tout cas ils vont dans ce sens-là, quoi. Moi je pensais que c'était effectivement comme un peu certains de leurs brevets, comme tu disais. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Si le brevet du connecteur d'alimentation, ils l'ont pas ouvert à tout le monde justement pour essayer d'uniformiser d'en faire un standard quelque part, c'est ça? C'est ça. En fait, toutes les technologies qui sont pas critiques et sur lesquelles ils ont tout intérêt justement à ce qu'elles soient massivement supportées par les autres constructeurs indépendants, évidemment ils ont tendance à libérer un petit peu facilement les technologies. Là, sur tout ce qui est logiciel, il y a pas mal de secrets de fabrication. Il y a aussi le problème que à partir du moment où tu publies du code source, tu ouvres la porte un peu plus facilement à certains hackers qui vont aller lire le code et essayer de trouver les exploits. D'un autre côté, ça veut dire qu'ils vont les trouver plus rapidement et plus facilement. Mais voilà, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Avec les logiciels en général, ils aiment pas trop, et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus réfractaires à cette idée que comme ce qu'ils ont fait sur les brevets matériels.
Ok, bon, on est arrivé au bout du bout de ce 170e épisode des Techno, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez, Sébastien, un truc à rajouter pour votre défense ? Non, votre honneur. Non, absolument pas, je n'ai rien à ajouter à ce 70e. 170e. 170e. Oui, quand même. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas une seule seconde, faites-le en commentaire, soit sur notre chaîne YouTube, en vis-à-vis de cette vidéo, ou bien sur notre blog, lestechno.be, ou via les réseaux sociaux, par exemple. Merci également à vous de nous mettre des pouces sur YouTube. De nous mettre des pouces. Oui, c'est comme ça. Oui, je suis désolé, c'est comme ça. De cliquer sur les pouces. Oui, de cliquer sur les pouces sur YouTube, sur les étoiles, sur les autres plateformes de podcast. Je vais y arriver. Merci d'ailleurs à ceux qui nous ont laissé des commentaires. Commence à avoir des commentaires aussi maintenant sur, par exemple, iTunes. C'est sympa, on vous lit. N'ayez crainte, on sait que vous êtes là et on ne sait pas répondre sur cette plateforme-là. C'est con. Mais merci en tout cas de nous supporter et de nous supporter dans les deux sens du terme. Merci à Sébastien avec les cheveux. Salut. Et merci à Sébastien sans les cheveux. On se retrouve la semaine prochaine pour le 171e épisode, 171e si vous le voulez bien. À très bientôt. 2 épisodes. Non.